été nombreux à me la demander, alors la voilà. Dans ma toute première vidéo, je vous présentais quelques compositrices, ce qui bien sûr ne représentait qu'une infime partie. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter 4 autres compositrices à notre liste, tout en faisant un petit tour dans notre bonne vieille Europe. Sans plus attendre, accrochez-vous aux esgourdes, on est parti. La première compositrice dont on va parler est Marguerite d'Autriche, née en 1480 et morte en 1530, et qui, comme son nom l'indique, nous vient tout droit de Belgique. Elle est la fille de l'empereur Maximilien d'Autriche, ah oui, voilà d'où le nom, et sera élevée en France dans le but d'épouser le futur roi Charles VIII. Elle passe donc son enfance à la cour royale et y développe un goût prononcé pour les arts. Et commence alors une vie pleine de rebondissements. Pour commencer, Charles VIII la répudie quand elle a 11 ans pour épouser Anne de Bretagne à la place, ex-femme du père de Marguerite d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne, son papounet réussit à faire en sorte qu'elle se marie avec l'héritier du trône d'Espagne, Juan d'Aragon, qui, je vous le donne en mille, devait au départ épouser Anne de Bretagne. Vous suivez encore ? Mais enfin, finalement, tout le monde est heureux, le mariage a lieu en 1497, c'est la teuf. Mais parfois, la vie, c'est un peu comme dans Game of Thrones. Du coup, Juan meurt en octobre de cette même année. Puis comme la vie, c'est parfois vraiment comme dans Game of Thrones, Marguerite était enceinte, et elle accoucha alors en avril 1498 d'une petite fille, morte-née. Histoire de décompresser, elle part aux Pays-Bas et se consacre beaucoup à la musique, et composera surtout des danses. En voici d'ailleurs une, qui date d'à peu près 1490, jouée à la vielle, la cornemuse et la flûte à bec. Il s'agit d'une basse danse, qui est une danse en couple majestueuse. Marguerite était aussi connue comme étant une grande mécène pour les artistes de tous horizons. Erasme en littérature, Josquin des Prés en musique, ou alors Jérôme Bosch, le mec dont les peintures sont de plus en plus folles à mesure que tu les regardes, en peinture. Regroupant aussi des œuvres de ses musiciens préférés dans différents manuscrits, décrivant ses états d'âme, cette femme a inventé le concept de compilation. Et dans ces recueils, on trouve quelques pièces anonymes, dont la danse qu'on vient d'écouter, et on suppute que ces pièces sont d'elle. Pour en revenir à sa vie, son père arriva encore à lui trouver un mari. Cette fois, ce sera Philibert II de Savoie, et le mariage sera célébré en décembre 1501. Marguerite est on ne peut plus heureuse, d'autant que la cour de Savoie est extrêmement reconnue pour son foisonnement culturel et surtout musical. Tout se passe bien. Vous la sentez venir, la fin tragique ? Attendez, je vous mets la date de la mort de Philibert. Victime d'une maladie pulmonaire chopée à la chasse, il décédera en 1504, et Marguerite était encore enceinte. Et sa fille mourra encore à la naissance. Non mais il a rien inventé, George Martin. Elle fit bâtir en l'honneur de Philibert un monastère à Brou, près de Bourg-en-Bresse, puis elle rentrera une nouvelle fois aux Pays-Bas et en deviendra régente, nommée par son neveu et filleul, Charles Quint, le roi d'Espagne. Et on n'a pas vraiment le temps d'en parler, mais elle a vraiment eu un gros rôle politique en évitant par exemple une guerre entre la France et l'Espagne. Enfin voilà, elle mourra en 1530 de gangrène, la maladie la plus chouette de la terre, et sera enterrée au monastère de Brou auprès de son mari, pour qui elle sera restée célibataire le reste de sa vie, refusant même un mariage avec le roi d'Angleterre. Pour notre prochaine compositrice, il y aura plus à dire musicalement parlant. Alors, on reprend notre petite valise et on revient en France avec la compositrice qui a probablement le nom le plus classe, Élisabeth Jacquet de la Guerre. Née en 1665 et morte en 1729, elle sera la première femme réellement reconnue dans le milieu de la composition et encensée en son temps. Elle est née dans une famille de musiciens, son père étant notamment facteur de clavecin. Alors non, ça veut pas dire qu'il les livre, ça veut dire qu'il les fabrique. Il lui apprend donc tout naturellement à jouer de cet instrument, ancêtre du piano et instrument très en vogue à l'époque. Élisabeth se révèle vite être une virtuose, et elle est alors menée, quand elle a 5 ans, devant Louis XIV, roi de l'art par excellence, et sa cour, qui seront impressionnés. Loulou en fera sa protégée et confiera son éducation à Madame de Montespan, puis à Madame de Maintenon, ses favorites successives. Elle fera vraiment fureur à la cour, elle impressionne par ses qualités de claveciniste, mais aussi de chanteuse, et elle amuse les nobles en jouant des pièces de sa composition dans n'importe quelle tonalité. Donc une pièce qui se jouera normalement dans la gamme de Do, on lui demandera « Allez vas-y, tu la joues en sol maintenant !» Et paf, dans la seconde, elle le fait. Bon, ok, elle a plus 5 ans à ce moment-là, je vous rassure, c'est une femme mûre et expérimentée, elle a 10 ans. Elle gardera un attachement certain pour Louis XIV, lui dédicaçant la quasi-totalité de ses pièces. Elle restera à Versailles jusqu'en 1684, date à laquelle elle se marie avec Marin de la Guerre et rentre sur Paris.
Dans la capitale, sa réputation ne fera que croître. Tout le monde voulait la voir jouer et surtout improviser des pièces d'une grande complexité et d'une grande diversité. C'était un peu une rosta à la Jacquet. Un certain Évrard Titon d'Utilly affirmait même: on peut dire que jamais personne de son sexe n'a eu d'aussi grand talent qu'elle pour la composition de la musique, et pour la manière admirable dont elle l'exécutait sur les clavecins et sur l'orgue. Car en termes de composition, elle ne nous laisse pas en reste. Du fait du peu de liberté laissée pour exprimer leur art, aucune femme n'a jamais vraiment percé et pu s'exprimer totalement au travers de leur composition avant elle. Et ce qui forge l'idée que certains ont qu'Elisabeth est la première musicienne du monde. Elle compose tout un tas de pièces pour clavecin et sera d'ailleurs l'une des 5 compositeurs du XVIIIe siècle dont les recueils de ses pièces pour clavecin seront imprimés à l'époque. Elle compose aussi une tragédie lyrique, en gros un opéra à la française, qui s'appelle Céphale et Procris et dont l'ouverture est en fond depuis tout à l'heure. Elle écrit aussi plusieurs cantates, en gros un opéra sans mise en scène, et sera l'une des toutes premières parmi les compositeurs, dont même les hommes, à composer des sonates en France. Alors une sonate, c'est une pièce musicale en plusieurs mouvements, généralement 3 ou 4, composée pour un petit groupe d'instruments. Je vous propose d'écouter le premier mouvement de sa sonate numéro 2 pour violon et continuo. Alors le continuo, ou basse continue, c'est un petit ensemble qui va jouer la base harmonique de la pièce. Il y a donc en général au moins un instrument monodique grave, dont le basson ou la viole de gambe, et un instrument polyphonique type clavecin, orgue ou théorbe. Mais je vous rappelle que la vie, parfois, c'est de la merde. À l'arrivée du XVIIIe siècle, elle perd tour à tour son père en 1702, son mari en 1704 et un fils de 10 ans. Et puis son bien-aimé roi meurt en 1715, forcément. C'est d'ailleurs à partir de cette date qu'on commence à ne plus vraiment entendre parler d'Elisabeth, qui meurt en 1729 et tombera dans l'oubli. Allez, viendez avec moi pour la suite, on saute dans le temps et on part au 19e siècle, en Allemagne, pour parler d'une femme qui, sûrement aidée par la notoriété qu'a son petit frère aujourd'hui, n'est-elle pas tombée dans l'oubli ? Je veux bien sûr parler d'une compositrice qui m'a pas mal été demandée, Fanny Mendelssohn, née en 1807 et morte en 1847. En ce qui concerne le frangin, Félix, une vidéo lui est consacrée sur la chaîne de Révisons nos classiques et c'est du très très bon, je vous mets le lien en description. Bon, en vrai, vivre dans l'ombre de son petit frère n'a pas dû être facile. Fanny présentait des prédispositions certaines pour jouer et composer de la musique, tout comme Félix d'ailleurs, et elle rêvait d'une carrière florissante dans la musique. À l'instar d'une Jacquet de la guerre, on la voyait comme la future première grande musicienne allemande. Mais c'était sans compter sur son papounet. Il lui envoya cette lettre qui brisa tous ses rêves. La musique deviendra peut-être un métier pour Félix, alors que pour toi, elle doit rester seulement un agrément, mais en aucun cas la base de ta vie et de tes actes. Ta joie sincère devant les louanges dont bénéficie Félix démontre qu'à sa place tu en aurais mérité autant. Reste fidèle à ses sentiments et à cette conduite car ils sont féminins, et seul ce qui est féminin peut être un attrait pour ton sexe. Voilà. Bon, à l'époque, la femme c'est Kinder, Kurche, Kirche. Enfant, cuisine, église. Donc elle se mit au service de son frère. Elle était en quelque sorte son agent artistique, lui organisant des concerts et des rencontres avec les grands de l'époque, les Schumann et Liszt entre autres. Ceci étant, on ne laisse pas de côté la musique. Pour preuve, voici un extrait de la cantate Hiob pour orchestre et chœur qui semble extrêmement influencé par Jean-Sébastien Bach. Donc une cantate, c'est une pièce sans mise en scène, composée de différents mouvements pour voix et instruments. Et contrairement à l'oratorio dont je parle dans ma vidéo sur les requiem, la cantate est plus courte et ne comporte généralement pas d'histoire.
Contrairement à son père et à son frère, son mari Wilhelm Hensel aurait lui bien voulu que Fanny soit publiée. Mais non, l'emprise du père était trop grande, et les seules occasions qu'elle avait de présenter ses œuvres étaient lors des concerts organisés dans la maison familiale des Mendelssohn à Berlin. Puis les seules pièces qui sont publiées d'elle le sont sous le nom de Félix. Oui. Mais en 1846, elle prend son courage à deux mains et emmerde tout le monde. Elle publie alors certaines de ses œuvres, dont ce Lieder, c'est-à-dire un chant en allemand accompagné. Puis elle meurt en mai 1847 d'un AVC. C'est peut-être à sa mort que les gens se sont rendus compte du talent de la dame. À son enterrement, son ami le compositeur Charles Gounod dira « Madame Hensel a été une musicienne inoubliable, une excellente pianiste et une femme d'une intelligence supérieure. Elle était petite et mince, mais le feu qui brûlait dans ses yeux révélait une extraordinaire énergie. Comme compositeur, elle a été exceptionnellement douée. » Son frère n'aura pas la force morale d'aller à l'enterrement de sa sœur, ne voulant accepter la nouvelle. Fanny étant morte en mai, il ne réussit pas à composer avant août, des pièces pour chœur, dont celle qu'on entend, Herr nun lass es du. Si aucune indication ne semble dédier cette pièce à Fanny, on ne peut nier qu'il devait fortement y penser. Et il ne réussit à se rendre sur la tombe de sa sœur qu'en septembre. Il la rejoindra en novembre de cette même année, victime lui aussi d'une série d'AVC. Je vous le dis, Game of Thrones n'a rien inventé pour les drames familiaux. On a pu le voir, le fait d'être une femme a été un obstacle pour beaucoup d'entre elles. Et si Fanny Mendelssohn a, à la fin de sa vie, fait un gros doigt à ceux qui ne voulaient pas qu'elle soit publiée, Ethel Smith, compositrice britannique née en 1858 et morte en 1944, a été une grande activiste pour la cause féminine, qui a même fait de la prison, et a fait ce fameux gros doigt à qui lui disait quoi faire toute sa vie. Comme pour Fanny, son père refusera que Ethel fasse une carrière musicale. Mais elle finira tout de même par être la première femme à aller à la classe de composition de Leipzig en Allemagne en 1877, où elle rencontrera Brahms, Schumann ou encore Tchaïkovski. Ce dernier dira d'ailleurs d'elle qu'elle était l'une des rares compositrices qui pouvait sérieusement prétendre réaliser quelque chose de valeur dans le domaine de la création musicale. Elle est d'ailleurs aujourd'hui encore la seule femme dont un opéra, Der Wald, a été joué au Metropolitan Opera de New York, l'une des plus importantes salles de concert au monde. Son opéra le plus connu, The Wreckers, Les Saboteurs, joué pour la première fois en 1906, raconte l'histoire d'amours impossibles, de maris trompés, de gens trahis de diverses façons, et se finit bien évidemment dans la mort des deux amants principaux. Je vous propose d'en écouter l'ouverture. Alors le principe de l'ouverture d'un opéra est assez simple. C'est la première pièce qu'on entend avant que le rideau ne se lève, et c'est une pièce juste instrumentale qui va en fait présenter les principaux thèmes qui seront chantés durant la totalité de l'opéra. C'est donc une pièce qui a beaucoup d'ambiances différentes. Par exemple, au début, on va avoir un thème assez épique avec tout l'orchestre qui joue fort. Plus tard, vers le milieu, on a ce thème joué au violon, très lyrique, accompagné de petits instruments tout choupis. Et puis à la fin, pour clore l'ouverture, on a une partie une nouvelle fois bien épique, mais bien plus optimiste que la première. On sent que c'est une femme qui a des balls. D'ailleurs, dans sa vie, ça se sentira aussi. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était une grande activiste pour la cause féminine. Elle a fait partie du mouvement britannique des suffragettes, qui revendiquait le droit de vote aux femmes en Grande-Bretagne.
Elle composera d'ailleurs l'hymne de ce mouvement, The March of the Women, en 1911. Et un jour, alors qu'elle manifestait avec d'autres suffragettes, un secrétaire d'État a eu un mot déplacé envers la junte féminine. Et c'est tout naturellement qu'elle caillassa le bâtiment et cassa une fenêtre. Pour cet outrage, elle prit 2 mois de prison. Et quand elle était emprisonnée, un truc assez cocasse est arrivé. Elle n'allait pas se laisser abattre, la brave Ethel. Des femmes emprisonnées, elles aussi, s'étaient regroupées sous sa cellule et chantaient à tue-tête le fameux hymne composé par Ethel, pendant que cette dernière, à sa fenêtre, les dirigeait à l'aide d'une brosse à dents. Donc imaginez-vous la scène. En prison, une douzaine de femmes agglutinées chantant sous la direction d'une autre qui se servait d'une brosse à dents pour diriger le chœur et chantant ça. Il paraît que les gardiens étaient bidonnés. En fait, pour résumer sa vie, je crois qu'il n'y a pas mieux que ses propres mots. Parce que j'ai dirigé mes propres opéras et aimé les chiens de berger, parce que je m'habille généralement avec des costumes en tweed et que parfois, lors des concerts d'après-midi d'hiver, je dirige avec eux, parce que je suis une suffragette militante et que j'ai saisi l'occasion de diriger The March of the Women depuis la fenêtre de ma cellule de la prison de Holloway avec une brosse à dents, parce que j'ai écrit des livres, prononcé des discours, fait de la radio et que je ne m'assure pas toujours que mon chapeau est bien droit, pour ces choses et d'autres aussi pertinentes, dans un certain sens, je suis connue. Elle a composé de tout, des opéras, des chants, mais aussi une messe et tout un tas de pièces pour petites ou grandes formations instrumentales. On peut ajouter qu'elle a entretenu quelques histoires d'amour avec des femmes et s'enrôlera dans l'armée française lors de la Première Guerre mondiale, étant française par sa mère. En 1922, elle fut faite dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, ce qui en soi est plutôt chic. Puis dans les 20 dernières années de sa vie, elle arrêtera de composer, atteinte de surdité. Elle mourut finalement d'une pneumonie à l'âge de 86 ans, après ce qu'on peut appeler une vie rondement menée. On en a fini pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aura un épisode 3 de ces jours parce que plus on gratte la surface et plus des noms apparaissent et plus on découvre de femmes fort talentueuses. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux et de curieux. Pour continuer à éveiller la curiosité de chacun, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, sur lesquels je publie de temps à autre des musiques. Alors ça va du rock à de la musique médiévale, il y a vraiment de tout. Et surtout, n'hésitez pas à partager auprès de vos ouailles. Pour toujours plus de culture musicale, allez sur Mediapason. Vous trouverez le lien dans la description, il y a plein de copains vidéastes musicaux et c'est super chouette. Vous pouvez aussi m'aider en vous rendant sur Tipeee. Je ne vais pas tout vous expliquer ici, le mieux c'est encore d'aller sur ma page qui se trouve en description. Je remercie d'ailleurs Adi et Guillaume, mes 2 premiers tipeurs. Vraiment merci les gars. En attendant, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.